Le renouveau du religieux est-il spirituel ou identitaire? C'est la question qui sera débattue ce soir au cours des mardis d'éthique publique organisés par les facultés Loyola Paris, l'ex-Centre Sèvres, un rendez-vous choisi, régulier, qui attire une certaine forme de clientèle, si on peut dire, attentive à des propos soutenus. L'événement se déroule en partenariat avec la revue Études et le journal La Croix. On souligne cette année une forte augmentation des baptêmes d'adultes, plus 31%, d'adolescents aussi, plus 50%. Les abbayes et les monastères connaissent une forte hausse des demandes de retraite. Comment interpréter ces signes d'un renouveau, même s'ils s'inscrivent dans un contexte sans précédent de recul du catholicisme par ailleurs sur l'ensemble de la société? Il existe une forte chapellisation du catholicisme français, et donc la question identitaire est au cœur de cette réalité-là. Il faut savoir l'interpréter. Philippe Portier va s'y employer. Il est politologue, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, titulaire de la chaire Histoire et sociologie des laïcités. Il travaille encore sur l'analyse comparée des régimes de laïcité après avoir dirigé l'enquête archivistique de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église et sur les violences sexuelles dans les mondes religieux. Bonjour Philippe Portier. Bonjour Louis Dauphren. Alors la question est partie d'un postulat, c'est que le religieux, le renouveau du religieux, donc spirituel ou identitaire, c'est qu'on oppose le spirituel à l'identitaire. Oui, c'est-à-dire que cette alternative, elle est souvent, en effet, un élément clé de l'analyse médiatique. Je crois qu'il faut la dépasser tout de même et que ce n'est pas à partir de cette alternative qu'on peut penser le catholicisme contemporain. Pour dire les choses d'un mot, ceux qu'on juge comme étant des identitaires sont souvent portés par une spiritualité qui les définit aussi, et ceux qu'on estime être des acteurs plus spirituels cherchent aussi à construire leur propre identité. Donc l'identité concerne tout le monde. L'identité concerne tout le monde, c'est un récit à partir duquel on essaye de trouver une cohérence biographique, et évidemment chacun d'entre nous est concerné par cette nécessité de trouver un récit susceptible de nous définir dans l'existence. Il y a une définition plus restrictive de l'identité qui consiste à dire que c'est une manière de patrimonialiser en fait la foi. C'est une manière de patrimonialiser la foi aussi, qui fait partie du tableau identitaire de certains d'entre nous. Un tableau identitaire qui s'ouvre de plus en plus, d'ailleurs, à cette exigence de patrimonialisation, qui est l'un des traits, je crois, de l'évolution du religieux dans la société contemporaine. À quoi est-ce lié ? Alors, cela est lié probablement à deux facteurs essentiels pour ce qu'on repère dans l'espace catholique comme relevant de cette tendance que vous venez de dire. Il y a d'une part probablement une cause exogène, extérieure à l'Église, c'est l'ensemble des transformations de la modernité dans la société immédiatement contemporaine. Nous vivions hier dans une modernité optimiste, ce qui a correspondu d'ailleurs à la période conciliaire. Ce qui caractérise le monde aujourd'hui, c'est sans doute le mouvement continuel, mais un mouvement qui, au lieu d'ouvrir sur le progrès, produit pour beaucoup de l'incertitude, une incertitude qu'on essaye de compenser par un retour sur la patrimonialisation. Il y a une contradiction entre le fait d'être porteur d'une espérance et d'être pessimiste, non ? L'espérance est précisément ce qui permet de dépasser le pessimisme, sachant que la patrimonialisation n'ouvre pas nécessairement sur un repli sur soi, c'est aussi une façon de retrouver des racines, des ressources. Il y a d'ailleurs un débat entre racines et ressources sur ce terrain, susceptible de construire un avenir meilleur, marqué par, en particulier, l'idée de bien commun qui fait un retour en force dans la catégorie que vous venez d'indiquer. Je voudrais ajouter un deuxième point, c'est qu'il y a à côté de cette cause exogène, ce qui nous vient de la société et qui produit de la part d'un certain nombre de catholiques une sorte de volonté patrimoniale, il y a aussi le fait que le catholicisme en interne s'est recomposé autour de fractions qui sont probablement plus traditionnelles que celles qui formaient la majorité des catholiques dans les années 1960-1970. Quel état des lieux faites-vous, Philippe Portier, ou un état des lieux si on devait considérer en fait l'état des forces qui sont en mouvement à l'intérieur de cette dynamique catholique, qui donc, on le disait, s'inscrit dans un schéma global quand même qui est plutôt celui du recul et de
et de l'expulsion culturelle, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais enfin, on peut peut-être se hasarder sur ce terrain-là, reste que ceux qui se disent aujourd'hui catholiques peuvent se classer politiquement parlant, Alors, par des affiliations autres que celles de la foi. bien sûr, il y a, et cela a été remarqué par la sociologie du religieux, par la sociologie du politique depuis le début du XXe siècle, je pense aux analyses en particulier d'André Siegfried, il y a très souvent une sorte de parallélisme entre d'un côté les opinions politiques et de l'autre les opinions religieuses. René Raymond, dans les années 1950, avait écrit un très bel article qui opposait la droite et la gauche du catholicisme. Alors on peut dire que tout cela persévère aujourd'hui, avec une accentuation sans doute de la droite au sein du monde catholique, le monde catholique global, mais aussi le monde catholique des jeunes. De sorte qu'on peut repérer, me semble-t-il, deux grandes polarités à l'intérieur du catholicisme, une polarité qu'on pourrait dire culturaliste, qui est très marquée par l'idée d'une nation portée par sa substance chrétienne et débouchant sur des opinions politiques qui sont souvent des opinions politiques de droite, marquées de plus en plus d'ailleurs par une attraction pour ce qu'on pourrait appeler la droite radicale, la droite nationaliste. Et puis, de l'autre côté, un groupe qui n'a pas totalement désarmé, qui représente à peu près 20-25% des populations concernées, qui défend une foi peut-être plus universaliste, plus ouverte à l'altérité quand il s'agit de penser la nation et débouchant sur des comportements politiques qui sont situés plus nettement à gauche. Et on est dans un rapport quoi, à peu près 70-30 ? Je dirais 75, 80, 20 aujourd'hui, avec une accentuation en effet des groupes qui se situent à droite, une accentuation par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les années 60-70, où la gauche, à cette époque-là, pouvait représenter 25% à peu près du corps des catholiques pratiquants. Philippe Portier, il y a peu de jeunes catholiques, en tout cas qui se déclarent comme tels, chez Emmanuel Macron par exemple. C'est vrai que ce qui caractérise, me semble-t-il, le catholicisme des jeunes, mais cela est le cas aussi dans la population globale, une attraction pour ce qu'on pourrait appeler les mouvements plus marqués par une certaine radicalité. Alors, on le voit très clairement à gauche, Mélenchon fait de bons scores chez les jeunes catholiques, moins bons cependant que dans leur catégorie d'âge, moins bons que chez les jeunes sans religion. Les groupes, les partis qui relèvent de l'extrême droite, de la droite radicale, de la droite nationaliste, recueillent aussi de nombreux suffrages de la part des jeunes catholiques. Alors c'est toujours inférieur ici pour ce qui concerne l'extrême droite, à ce qu'on peut voir au niveau des adultes catholiques, mais ce sont des scores qui placent les jeunes catholiques très au-dessus des non-catholiques ou des non-religieux dans la société française. Il y a donc une double attraction, une attraction pour une radicalité de gauche, une attraction pour une radicalité de droite qui laisse un peu orpheline les fractions du centre. La démocratie chrétienne, le centre droit, le centre gauche recueillent beaucoup moins de suffrages de la part de ces jeunes auxquels on impute le renouveau du catholicisme contemporain. Le paradoxe, c'est que ni Mélenchon ni Le Pen n'ont de discours vraiment sur même le catholicisme. Alors, il n'y a pas d'élément de langage qui soit particulièrement développé. Je dirais que chez Mélenchon, il y a deux éléments qui peuvent entrer en consonance avec les aspirations d'un certain nombre de catholiques, qui peuvent être attirés par ailleurs par les principes d'un humanisme ou d'une écologie intégrale. Il y a d'une part le principe de solidarité, qui est un point très important, et puis sur le terrain de la conception de la nation, le principe d'ouverture à l'altérité. Ce sont des éléments qu'on voit à l'œuvre dans les configurations mentales, dans les configurations idéologiques des catholiques qui se situent le plus à gauche. Pour ce qui concerne Marine Le Pen ou
ou le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour, il y a tout de même une réflexion, sans doute sur la laïcité, mais une laïcité articulée aux racines chrétiennes de la France, avec cette idée que si on est laïque aujourd'hui en France, ce n'est pas simplement par un coup de force des Lumières, c'est aussi par un effet de la continuité entre la société moderne et la société chrétienne qui l'aurait engendré. Et du côté de ces jeunes traditionnels, il y a là une conception possible de la nation, renvoyant précisément à cette patrimonialité chrétienne dont nous parlions tout à l'heure. Ce que vous dites, Philippe Portier, c'est que d'une part, il ne faut pas séparer le spirituel de l'identitaire, que c'est difficile de démêler l'un et l'autre, mais il faut définir ce qu'est l'identité et l'articuler donc à la spiritualité. Et c'est ça qui est un petit peu délicat. Là-dessus, la définition du mot identité, est-ce que tout le monde s'entend dessus? Non, tout le monde ne s'entend pas dessus. Et la façon dont la question est posée, les jeunes catholiques ou les catholiques du renouveau sont-ils spirituels, sont-ils identitaires, renvoie, pour ce qui concerne le deuxième terme, identitaire, à une définition très particulière qui l'associerait au fond à un nationalisme d'exclusion, un nationalisme de repli. Je pense qu'il faut prendre le concept d'identité à partir de ce que la sociologie définit comme construction identitaire, la volonté pour soi de trouver une cohérence, une continuité biographique permettant, à partir de récits préalables, de trouver sa place dans le monde. Alors si on définit l'identité de cette manière-là, la volonté de se recentrer sur soi, on peut, à juste titre, je crois, réinsérer dans cette construction identitaire des éléments de spiritualité. Je vais en donner un ou deux exemples à l'instant. Des éléments de spiritualité qui traduisent non pas un mode de recentrement sur soi, mais un mode de décentrement par rapport à soi, avec l'idée de s'ouvrir à la possibilité de l'ineffable, à la rencontre de la divinité, et cela, on le trouve dans tous les récits identitaires, dans tous les récits de construction des catholiques du renouveau dont nous parlons. Alors, je voudrais juste dire un mot à propos du tropisme identitaire d'un certain nombre de catholiques de droite. Il s'accompagne, ce tropisme identitaire, d'une forte quête de spiritualité dont témoignent par exemple les pèlerinages comme celui de Notre-Dame de Chrétienté qui vient de se dérouler à la Pentecôte. On le voit très clairement dans un certain nombre d'indicateurs. Ce sont des jeunes qui prient très souvent, 80% d'entre eux estiment prier tous les jours et qui assistent à la messe tous les dimanches pour 75% d'entre eux. On voit qu'il y a là la volonté d'une rencontre avec l'ineffable, avec le spirituel, au fond, ce mode de décentrement par rapport à soi, par rapport à la matérialité de sa propre existence, qui interdit de penser la réalité comme étant une réalité alternative, qui ferait le partage entre d'un côté le spirituel et de l'autre l'identitaire. L'identitaire se nourrit aussi d'une spiritualité qui a ses propres composantes, mais qu'il ne faut en effet jamais négliger quand on étudie ce type de catholicisme. Et qui juge un peu dépassé les clivages que l'on a instaurés entre progressisme et traditionnalisme, par exemple, et qui voudrait dépasser ça. Alors, qui voudrait le dépasser, pour une partie d'entre eux en tout cas, de manière tout à fait classique dans l'Église, avec cette idée que l'Église, c'est ni droite ni gauche, que l'Église se situe au-dessus de ces clivages temporels par la détermination d'une autre voie qui serait une voie de l'espérance. On pourrait parler d'un catholicisme intégral, au fond, qui dépasserait les clivages purement temporels. Alors c'est un point qui, en effet, caractérise ce type de catholicisme. Il se trouve cependant que ces catholiques qui se revendiquent d'une foi intégrale se situent tout de même sur l'échiquier politico-idéologique de manière très particulière, à partir d'une conception très substantielle de la nation, d'une morale qui est davantage marquée par l'objectivité que par les principes d'intentionnalité ou de situation qu'on voit à l'œuvre dans la société libérale. Il s'agit sans doute de dépasser les clivages, mais avec un tropisme qui est un tropisme tout de même, au regard des normes de la société
démocratique contemporaine de type conservateur. Où placez-vous les communautés nouvelles dans cet archipel, en fait, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a donc, si on résume, hein, Philippe Portier, grosso modo 20% qui sont à gauche côté LFI, 70% qui sont séduits par les mouvances traditionnelles, nationales, etc., substantielles, ainsi que vous l'avez dit. Ce qui a représenté un élan dans l'Église aussi à partir des années 80, ce sont ces communautés nouvelles. Où est-ce que vous les situez dans ce classement? Alors je pense qu'il faut, de ce point de vue, constater une évolution en la matière. Il y a eu, en effet, dans les années 1970-1980, une opposition entre deux types de catholicisme, un catholicisme d'ouverture et un catholicisme d'identité. Le catholicisme d'ouverture se situant du côté, en gros, du paradigme conciliaire, et au sein du catholicisme d'identité, deux fractions finalement assez opposées, une fraction qui devait beaucoup aux évangéliques américains et qui se sont constitués autour des communautés charismatiques. Et puis de l'autre, ce qu'on a pu appeler des communautés ou des institutions de type traditionnel. On emploie souvent l'expression restitutionniste, voulant restaurer l'ordre ancien des choses, avec entre ces deux types de catholicisme d'identité une frontière qui était une frontière finalement assez hermétique, assez rigide. Ce dont on s'est aperçu au cours de ces dernières années, c'est qu'il y avait entre ces deux blocs du catholicisme d'identité des relations, des interrelations bien plus étroites que dans les décennies précédentes, de sorte qu'on a dû inventer un nouveau terme pour caractériser ce mouvement global, le terme de tradismatique. Cette idée précisément que dans ces deux fractions qu'on avait tendance à opposer, il existait tout à la fois des éléments de traditionnalisme et des éléments parallèlement de spiritualité un peu effervescente, subjectiviste, qui travaillent aussi les mondes traditionnels qu'on croyait fixés, naguère, dans une sorte d'éternité des choses. Il y a plus d'échanges dans ces deux mondes-là d'identité que dans le catholicisme d'ouverture, qu'avec le catholicisme d'ouverture. Alors c'est un point qui est un point délicat pour l'Église catholique, et lorsqu'on interroge sur cette question-là, les évêques, on voit bien qu'ils ont beaucoup de difficultés à essayer de reconstituer au fond la tunique unique du Christ en la matière, avec cette idée que, comme la société globale, le catholicisme aujourd'hui se trouve marqué par une sorte d'archipélisation qui rend souvent très difficile le dialogue entre ces formes différenciées de catholicisme. On comprend d'ailleurs pourquoi. On voit bien que ce sont des conceptions différentes de l'identité qui sont ici proposées, des conceptions différentes de la nation, des conceptions différentes de la relation à l'altérité, et il n'est jamais facile, en effet, pour le magistère d'essayer de réconcilier ce qui peut apparaître comme étant l'inconciliable. Deux éléments, Philippe Portier, pris dans l'actualité, ce qui se passe sur le littoral atlantique, à la fois à Quimper et à Bayonne. À Bayonne, c'est une mission d'inspection que l'archevêque de Dijon a entamée dans le diocèse de Monseigneur Marc Hayet, classé plutôt conservateur, si je puis me permettre ces classifications qui valent ce qu'elles valent. Et généralement, c'est plutôt le signe d'une reprise en main ou de l'expression d'une autorité. Et puis à Quimper, ce sont les relations délicates entre l'évêque et puis la fraternité Saint-Pierre, qui est l'émanation donc de l'une des émanations de ce catholicisme identitaire dont vous parlez et dont vous allez parler ce soir à la faculté Loyola Paris. Quel regard brièvement portez-vous sur ces deux faits, même si vous n'en êtes pas spécialiste? Je pense que c'est un élément qui permet de rendre compte des typologies et des difficultés que je décrivais à l'instant. On voit bien que dans les deux diocèses en question, diocèse de Quimper d'un côté, diocèse de Bayonne de l'autre, la difficulté est venue d'articuler, ou de pouvoir articuler, d'un côté un catholicisme qui serait un catholicisme, disons, conciliaire, attaché à des pratiques ordinaires de la foi, et puis un catholicisme qui veut affirmer son ostensibilité traditionnelle. Alors, toute la difficulté, c'est d'essayer d'articuler ces familles qui sont des familles qui, sur le terrain,
de la foi, de la spiritualité, de la conception du monde sont souvent en situation de distance dans le cadre d'une église que les évêques essayent de réunir. Alors du côté de Bayonne, la protestation a été menée contre l'évêque par un certain nombre de catholiques, qu'on peut dire au fond des catholiques conciliaires, qui ont porté l'affaire jusqu'à Rome. Et Rome a réagi en nommant ce qu'on appelle une commission ou une enquête de type fraternel, qui est le premier pas avant une enquête qui serait plus moins fraternelle. Moins fraternelle. Alors, et ça c'est un premier élément, et on voit bien que c'est une nouvelle fois la question de la fracture entre deux types de catholicisme qui se manifeste, comme elle se manifeste aujourd'hui à Quimper. Là, ce n'est pas l'évêque qui est mis en accusation, c'est une fraternité Saint-Pierre qui s'est trouvée dépossédée de son mandat par Monseigneur Donien, qui, il y a quelques années, leur avait donné la possibilité d'animer un certain nombre de paroisses sur son propre diocèse. Alors pourquoi dans les deux cas y a-t-il problème? Tout simplement parce que nous sommes confrontés à des fractures internes au corps ecclésial que le magistère essaye de résorber, essaye de résoudre, mais avec toutes les difficultés qu'on connaît, étant donné en effet la différence de systèmes idéologiques ou de systèmes théologiques entre les catholicismes que nous venons de décrire. Dernière question, est-ce qu'on peut espérer que, vu l'étiage du catholicisme aujourd'hui en France, on n'arrive pas à dépasser des sensibilités et à trouver finalement une ligne de conduite commune et des relations apaisées entre les différentes sensibilités qui demeurent? Alors, il y a des tentatives allant dans ce sens. Elles ne sont pas toujours couronnées de succès, mais l'on voit bien que au plan national comme au plan local, il y a eu des essais pour essayer de rassembler, de réunir les inconciliables. Les choses peuvent parfois réussir. D'une certaine manière, Parole d'Église, par exemple, est un élément qui a permis de rassembler des composantes très différentes de la catholicité contemporaine. Merci beaucoup Philippe Portier. Je rappelle que vous êtes politologue et que vous serez présent donc ce soir au mardi d'éthique publique organisé à la faculté Loyola Paris autour de cette question. La question du renouveau du religieux est-il spirituel ou identitaire? Merci et bonne journée.